En pleine nuit, le corps du Major Martin doit être transporté dans le plus grand des secrets. Ivor Liverton, qui s'occupe de l'entreprise familiale de pompes funèbres, est appelé pour transporter le corps discrètement. Il écrit dans son journal. Je ne devais pas divulguer ce que l'on me dirait, conformément à la loi sur les secrets d'État, même pas à ma propre famille. Aucune trace ne devait être conservée et nous ne recevrions pas le moindre penny en dédommagement. Le 1er avril, il reçoit un appel du PC Glendon May pour lui dire qu'il doit se rendre à la morgue de Saint-Pancras afin d'emporter un cercueil. Il lui fera un briefing le samedi 17 avril à 1h du matin. La consigne qu'il doit absolument respecter est qu'il devra agir seul et qu'il devra porter le cercueil lui-même. Le 17 avril, peu après minuit, Ivor Liverton prend soin de ne pas réveiller sa femme et part sur la pointe des pieds de son appartement qui est situé juste au-dessus du salon funéraire. Il se dirige vers l'un des corbillards qui est situé dans le garage de l'entreprise de Crowley Mews. Après avoir démarré le moteur, il roule jusqu'à l'entrée principale du salon funéraire et tente de porter tant bien que mal l'un des cercueils de rapatriement en bois doublé de zinc à l'arrière, espérant que leur voisin, qui est un curieux, ne se réveille pas pour regarder ce qu'il fait avec un cercueil en pleine nuit. Glyn May attend à la morgue et une fois que Liverton arrive, il l'aide à transporter le corps dans le cercueil. Mais Liverton est surpris par la taille du corps, car les cercueils standards de Liverton & Fils mesurent 1,88 m et le corps semble mesurer 1,96 m. Ils doivent plier les genoux pour que le corps entre entièrement dans le cercueil. Après un trajet sans encombre à travers les rues désertes de la ville jusqu'à la morgue de Hackney, Liverton et May déchargent le cercueil, laissent leurs passagers dans l'un des réfrigérateurs mortuaires et rentrent chez eux. La femme de Liverton ne s'est même pas aperçue de son absence quand il revient discrètement dans le lit. La morgue de Hackney a été choisie par Bentley pour Chase, car il peut compter sur le silence de son gardien. Le même jour, à 18h, Chase retrouve Cholmondeley et Montagu à la morgue avec Glyn May. Le corps de Glynweir Michael est retiré du réfrigérateur et placé dans un chariot. Un gilet de sauvetage Mae West est passé par-dessus la tête puis noué autour de sa taille. La chaîne est passée autour de ses épaules à l'extérieur de son manteau et sous le Mae West, avant d'être nouée à la ceinture du trench coat. Normalement, l'attaché-caisse aurait dû être remis au lieutenant Jewell, mais le coffre est suffisamment grand pour accueillir le corps et la mallette. La poignée est attachée à l'extrémité de la chaîne et la mallette est déposée sur le corps. En somme, il ne restera plus qu'à Jewell à y ranger les documents et à basculer le corps dans l'eau. Il faut qu'il s'assure également que le Major Martin s'échoue de façon à ce que la mallette soit retirée facilement par les Espagnols ou les Allemands. La montre qu'il met à son poignet gauche indique 2h59. Avec un peu de chance, les Allemands vont déduire que c'est l'heure à laquelle l'accident s'est produit. Il ne manque désormais plus que les chaussures que la tenue du Major Martin soit enfin complète. Mais ils s'aperçoivent que mettre des godillots est très difficile, car le réfrigérateur très froid a gelé les pieds et les chevilles sont figées en angle droit avec la jambe. Impossible d'enfiler les bottes, même avec les lacets défaits. Bentley pour Chase dit « J'ai trouvé. Nous utiliserons un radiateur électrique pour dégeler seulement les pieds. Dès que les godillots auront été enfilés, nous le remettrons au réfrigérateur pour qu'il regèle. » Glyn May se précipite pour aller chercher un radiateur électrique dans la loge de la morgue. Pendant que Montagu dégèle les pieds, Cholmondeley tente de lui enfiler les bottes. Finalement, les bottes sont mises aux pieds. Le portefeuille du Major, contenant les lettres de Pam et de son père, sont glissés dans la poche de poitrine. Dans les autres poches sont mis un crayon, des petites monnaies, des clés et on rajoute 2 talons de billets pour Strike a New Note, un spectacle de variété qui se jouait au théâtre du Prince de Galles. C'est une idée de dernière minute de Cholmondeley. Le HMS Seraph doit quitter Holylock le lundi 19 avril et il lui faut 10 à 11 jours pour atteindre son objectif, Huelva. Tout a été prévu pour faire croire à un crash d'avion, car les talons des tickets mis par Cholmondeley montrent qu'il a été à un spectacle avec Pam le 22 avril pour profiter d'une dernière soirée avant son départ. Le seul moyen d'aller en Afrique du Nord était par avion. Si on est à la place d'un Allemand qui fouille les poches du Major Martin, on sait exactement où il a été et ses activités en Angleterre.
2 photographies seront ensuite prises du corps sur le chariot de la morgue. Ce sont actuellement les seuls clichés connus de Glyndwr Michael, un homme qui de son vivant n'a jamais été photographié. Tout le monde est inquiet, car le visage commence déjà à se décomposer. Et en plus, le sous-marin doit faire 650 km pour arriver à destination. Si le corps est bousculé à cause du mauvais temps ou pour toute autre raison, ça abîmera encore plus le visage. Bentley pour Chase trouve encore une fois la solution. Envelopper le visage et le cou dans une couverture de l'armée pour éviter tout frottement. En suivant les instructions de Bernard Spilsbury, 10 kg de neige carbonique sont placés dans le coffre pour expulser l'oxygène. Ensuite, le corps est respectueusement inséré dans la malle de transport, dans laquelle davantage de glace sèche est placée avant que le couvercle ne soit vissé hermétiquement sur place. Désormais, il faut transférer le corps jusqu'en Écosse. Une camionnette Fordson BBE, avec 2 sièges à l'avant et un moteur V8 un peu poussé, attend sur le parking de la morgue Hackney. Derrière le volant se trouve St. John Horsfall, un chauffeur du MI5 et l'un des plus célèbres pilotes de course du pays. Horsfall sait qu'il doit transporter dans l'ouest de l'Écosse un cylindre contenant un cadavre qui va servir à faire une blague pour humilier les Allemands. Il est minuit passé quand Ewen Montagu, Charles Cholmondeley et John Horsfall chargent le cylindre à l'arrière. Le lieutenant Jewell demande à ce que le passager clandestin soit déposé à bord du HMS Seraph le 18 avril avant midi. Après avoir pris un dîner chez Cholmondeley, Horsfall prend la route à 2h du matin. Mais l'opération Meat-Smith a bien failli connaître une fin prématurée, car John Horsfall, myope et astigmate, et vous vous doutez bien qu'il ne portait pas de lunettes pour corriger sa vue, a failli se prendre un tramway, puis n'ayant pas vu un rond-point, a traversé le terre-plein central à vive allure. À cause du couvre-feu, il doit rouler avec les phares masqués. Heureusement, il ne croise pas beaucoup de voitures pendant le trajet. Montagu et Cholmondeley s'allongent chacun à leur tour à l'arrière pour essayer de dormir. Mais avec un pilote comme celui-là, c'est un peu compliqué. Ils font une pause au sud du village de Longbank, entre Glasgow et Greenock, à l'ouest de la Clyde. Là, en regardant le soleil se lever, ils mangent les sandwichs au fromage qui ont été préparés par la sœur de Cholmondeley. À côté du cylindre, ils vont se poser pour prendre quelques photographies. Une vedette les attend au dock de Greenock, qu'ils aperçoivent rapidement. Avec l'aide d'une demi-douzaine de marins et de quelques cordes, le lourd coffre est lentement descendu dans le bateau, suivi du canot et des rames. Au bout de quelques minutes, ils atteignent le HMS Force, un navire d'approvisionnement le long duquel le HMS Seraph est amarré. Les officiers sont partiellement au courant, mais pour l'équipage, il ne s'agit que d'une cargaison fragile qui est plus urgente que d'habitude. Montagu et Cholmondeley sont accueillis par Jewell, qui donne les ordres pour que la cargaison spéciale soit descendue dans le sous-marin le matin, en même temps qu'une grosse cargaison de gin, de sherry et de whisky pour la 8e flottille à Alger. Ces marchandises sont également secrètes pour les membres de l'équipage. Montagu et Cholmondeley donnent les dernières instructions à Jewell, puis lui donnent une enveloppe marron contenant les documents. Jewell assure que les documents seront en sécurité dans le coffre-fort du sous-marin, jusqu'à ce que le corps soit mis à l'eau. Dans le journal de bord du HMS Seraph, l'opération porte le nom de code 1914-35B, le code des ordres des missions secrètes de Jewell. Montagu, lui, décide de garder une des rames du canot en souvenir. Au bout de 3 mois de travail, Bill Martin, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley se font les adieux avant de rentrer chez eux. Montagu écrit. À ce moment-là, le Major Martin était devenu quelqu'un de complètement vivant pour nous. Nous pensions que nous le connaissions, comme on connaît son meilleur ami. Nous avions l'impression de connaître Bill Martin depuis sa petite enfance, et nous nous intéressions personnellement au progrès de son aventure amoureuse et de ses problèmes financiers. À bord du HMS Seraph, le premier lieutenant David Scott, commandant en second, reçoit l'ordre de Jewell de faire très attention au cylindre métallique qui porte l'inscription « Instrument optique ». Jewell écrit. Je devais m'assurer que le colis était manipulé avec une extrême précaution et qu'il ne subissait aucun choc au moment d'être embarqué par la trappe de chargement des missiles. Pour faire de la place pour le coffre, une torpille est débarquée du sous-marin. Le 19 avril à 16h, le HMS Seraph largue les amarres.
Montagu envoie un message de son côté à l'amirauté pour annoncer que l'opération Meetsmith est en route. Mais tous sont stressés concernant la réussite de l'opération. Sur la Clyde, le HMS Seraph rejoint son escorte, un démineur qui a pour mission principale de repousser d'éventuelles attaques d'avions britanniques, qui ont tendance à supposer que les sous-marins sont hostiles à moins d'en avoir la preuve. Arrivé au large de l'île d'Aran, le Seraph exécute une plongée pour s'assurer que le sous-marin est correctement équilibré. Puis, il entre en mer d'Irlande. Au sud des îles Scilly, le démineur rebrousse chemin après avoir embarqué un sac de toile rempli des dernières lettres de l'équipage. Jewel écrit. Après un dernier échange de signaux lumineux pour nous souhaiter bonne chance, nous mîmes le cap sur la houle de l'Atlantique, plongeant peu après. Le Seraph est désormais seul, par une météo correcte et une mer calme. Le jour, il continue sa route en étant immergé, et la nuit, il refait surface pour recharger les batteries. Puis, quand les premières lueurs du jour commencent à apparaître, il replonge, disparaissant ainsi de la surface de l'océan. Si le sous-marin n'est pas attaqué, ils pourront parcourir 130 miles par jour et la traversée jusqu'à Huelva prendra 10 jours. Le Seraph a reçu l'ordre de ne pas attaquer d'autres navires, ni des U-boats, car la mission est prioritaire. La RAF a reçu l'ordre de n'attaquer aucun sous-marin sur le trajet du Seraph, donc le danger ne viendra pas du ciel. Et pourtant, à l'ouest de Brest, arrivés à mi-chemin de leur voyage, les sous-mariniers entendent un bruit qu'ils connaissent et qu'ils redoutent. Le lieutenant Scott écrit. Le bruit reconnaissable entre tous d'un sous-marin qui était la cible de grenades sous-marines. Nous savions qu'au moins un de nos bateaux était dans les parages, et tandis que chaque série d'explosions frappait la coque comme un marteau, malgré la distance, nous craignions pour la sécurité de nos amis. Un duel était en cours quelque part. Mais Jewel avait des ordres et il comptait bien les respecter. Le Seraph continue donc sa route vers le sud, sans se faire repérer. Pendant ce temps, l'intoxication continue avec l'opération Barclay, qui elle prévoit des opérations de sabotage pour concentrer l'attention des Allemands sur la Grèce. Lors de dîners diplomatiques dans les pays neutres, des allusions sur un débarquement en Grèce sont divulguées, et les Alliés espèrent que ces échos vont aller jusqu'aux oreilles des Allemands. Les troupes grecques subissent des entraînements amphibies en Égypte, mais elles seront déçues en constatant qu'elles ne débarqueront finalement pas dans leur pays natal, mais en Sicile. Même des pêcheurs algériens sont interrogés sur leur connaissance des eaux salées pour débarquer en Sardaigne. Les préparatifs du débarquement en Sicile progressent à grands pas et les troupes se rassemblent dans les ports d'Afrique du Nord. Si Meetsmith et Barclay réussissent, les Allemands penseront que ce n'est qu'une diversion pour mieux attaquer en Grèce et en Sardaigne. Mais le danger que l'opération échoue est toujours bel et bien présent. Le 22 avril, un message codé est envoyé à l'officier supérieur des services de renseignement à Gibraltar. Opération nommée Meetsmith. Répétez, Meetsmith a été lancée. Si un corps est envoyé à Gibraltar avec des documents dans une mallette, avertir immédiatement Robertson au MI5 et indiquer si les documents ont été manipulés ou non. Si ces documents arrivent entre vos mains, renvoyez-les avec leur sceau intact par sac aéropostal direct adressé au colonel Robertson, MI5. Le 28 avril, au soir, le HMS Seraph vire au cap Saint-Vincent et se dirige vers Huelva. Jewel convoque ses officiers, les lieutenants Dickie Sutton, John Davis et Ralph Norris, et le commandant en second, David Scott. Ils ouvrent ensuite le coffre-fort, s'emparent d'une grande enveloppe marron et décrit l'opération Meetsmith dans ses grandes lignes. Scott, lui, est choqué du contenu qui se trouve dans le cylindre. Car ce qui le dérange le plus, c'est que les marins ont dormi juste à côté de lui, se servant peut-être du cylindre comme d'un oreiller. Après les explications de Jewel, les officiers hochent la tête et ne posent aucune autre question. Mais Jewel insiste sur le fait qu'ils doivent tous garder le secret sur cette opération. Après que Jewel se soit éloigné des officiers, l'un d'eux dit « Cela ne porte-t-il pas malheur de promener des cadavres ?» Le lendemain matin, à l'aube, au large de Punta Umbria, Jewel donne l'ordre de plonger. Pendant des heures, Scott et Jewel vont effectuer une reconnaissance rapprochée de la plage pour connaître tous les éléments caractéristiques. L'endroit semble désert. Il y a des huttes de pêcheurs et quelques bateaux remontés sur le sable.
Scott se dit à ce moment que l'opération sera pour le coup facile. Mais le seul obstacle est un vent fort venant de la Terre. Or, les ordres sont clairs. L'opération doit être exécutée aussi près que possible de la marée basse, avec un vent de mer ou pas de vent du tout. Jewel décide d'attendre. Scott écrit. Le jour suivant se révéla idéal. Une légère brise de sud s'était levée et le ciel était couvert. Le Séraph s'éloigne à 12 miles de la côte pour recharger les batteries et attend la marée basse et l'obscurité complète. Le 30 avril, à 1h du matin, le sous-marin immergé s'approche furtivement de la côte. 2 heures plus tard, le Séraph atteint le point prévu qui se trouve à moins d'1 mile de la plage. Jewel écrit. Nous étions sur le point de faire surface quand les bateaux qui partaient à la pêche à la sardine passèrent au-dessus de nous. Le Séraph attend que les bateaux soient passés et fait surface. Ensuite, Jewel prend ses jumelles pour scruter la zone. De nombreux petits bateaux travaillaient dans la baie. Le plus proche se trouvait à 1 mile de nous. Selon lui, ce bateau est trop loin pour pouvoir repérer le sous-marin. Le ciel est couvert avec des nuages bas. La visibilité est donc fortement réduite et le vent commence à se renforcer. Il a été dit à l'équipage que ces instruments pseudo-secrets allaient servir pour piéger un espion allemand afin qu'il puisse à l'avenir être exclu d'Espagne. 3 matelots hissent le cylindre à travers le sas du compartiment des torpilles, qui habituellement n'est ouvert qu'au port. Le tube métallique est ensuite posé sur le pont avant, et les matelots reçoivent l'ordre de redescendre. Scott répartit les hommes sur le pont pendant que le lieutenant Norris fait le guet. Les lieutenants Sutton et Davis commencent à déboulonner le couvercle du cylindre. Le sondeur révèle que le sous-marin est encore loin de toucher le fond. Donc, ils peuvent se rapprocher tout doucement de la côte. À 4h15, le major Martin est sorti de son tube métallique. Jewel, lui, dira qu'il dégageait une légère puanteur. Mais la décomposition s'était accélérée depuis le départ de l'Écosse, à cause de l'oxygène qui était resté sur l'uniforme et la couverture du mort. Quelques officiers reculent, car certains d'entre eux n'ont jamais vu de cadavre de leur vie. Jewel décrit dans un rapport: La couverture fut ouverte pour examiner le corps. La mallette était toujours correctement attachée. Le visage était très bronzé et toute sa moitié inférieure à partir des yeux était couverte de moisissures. La peau qui recouvrait le nez et les pommettes commençait à se détacher. Le corps était très faisandé. Sans perdre une minute, Jewel gonfle le Mae West, transfère les documents de l'enveloppe dans l'attaché-caisse, le verrouille et met les clés dans la poche du cadavre. Ensuite, il choisit une carte d'identité munie de la photo de Ronnie Reed et la met également dans sa poche. Sur le pont, Scott devient de plus en plus inquiet, car il est 4h30 et les premières lueurs du jour font leur apparition. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le sous-marin dévie à cause du vent et qu'il est presque sur la plage. Bill Jewel retire son chapeau d'officier et incline la tête en récitant un extrait du psaume 39. Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par la langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Et je suis resté muet, dans le silence. Je me suis tu, quoique privé de tout bien. Ensuite, les 3 hommes portent le corps et le font glisser tout doucement à la mer. Jewel lève son pouce vers Scott, qui donne l'ordre de s'éloigner de la côte. Le sous-marin met le cap désormais vers la haute mer, mais Scott n'arrive pas à distinguer la forme grise qui dérive vers la côte. Dans un rapport officiel de l'opération, Jewel est félicité pour avoir rapproché son sous-marin aussi près de la côte, malgré le risque de s'échouer. À un demi-mile au sud, le canot pneumatique partiellement gonflé et la rame sont lancés par-dessus bord, pendant que les officiers remettent les couvercles, le ruban adhésif et l'emballage du canot à l'intérieur du cylindre. Scott dirige le sous-marin qui, toujours à la surface, atteint petit à petit les eaux profondes. À 20 miles au large, le Séraph fait un dernier arrêt et le tube métallique est lancé par-dessus bord. À cet endroit, le fond atteint 200 mètres de profondeur. Le cylindre ne doit jamais être retrouvé à condition qu'il coule. Mais Charles Fraser Smith a trop bien conçu la capsule du Major Martin. Elle flotte et dérive vers la côte. Depuis la soute, une mitrailleuse Vickers crible le tube de balles, mais rien n'y fait. Jewel tend à Scott un revolver, réglementaire de calibre 455, et lui ordonne de se tenir prêt. Pendant ce temps,
Lui va faire une manœuvre avec le sous-marin, de façon à ce qu'il soit juste tout près du tube. Jewel écrit. Ce fut un sale moment. L'aube était proche et nous pouvions voir les bateaux de pêche non loin de là. Manquant de temps, Jewel décide de remonter le tube métallique sur le sous-marin et ordre est donné de le bourrer d'explosifs à l'intérieur comme à l'extérieur. La mèche est ensuite allumée, le cylindre est remis en mer et le sous-marin s'éloigne en toute hâte. Jewel écrit. L'explosion fut forte, mais le cylindre disparut enfin. Jewel est soulagé, mais on ne lui avait pas demandé de réduire en miettes la capsule car des bouts de couverture ou de ruban adhésif risquaient désormais de dériver vers la côte. À cause de cela, les Allemands risquaient de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un crash d'avion, mais d'un piège tendu par les Alliés. Les pêcheurs n'ont pas vu le sous-marin, mais ils ont certainement entendu l'explosion et la boule lumineuse de l'explosion à l'horizon. Dans le rapport final, Jewel n'a jamais dit qu'il avait fait exploser le cylindre, mais qu'il avait dû tirer dessus pour qu'il plonge sous la mer. Ce n'est qu'en 1991 qu'il révéla la vérité sur comment il a fait disparaître le cylindre. Scott écrit. Nous plongeâmes et fîmes cap sur Gibraltar. Le petit déjeuner fut excellent, tout comme le profond sommeil dans lequel je sombrai immédiatement après. À 7h15, le lieutenant Bill Jewel du HMS Seraph envoie un message à l'amirauté à Londres. Mincemeat terminé. Une fois arrivé à Gibraltar, Jewel écrit sur une carte postale adressée à Montagu. Le colis a bien été livré. Le corps est découvert par le pêcheur José Antonio Remaria, qui le dépose dans les dunes en attendant l'arrivée d'officiels pour l'évacuer. L'officier qui commande la première compagnie du 2e bataillon du 72e régiment d'infanterie, chargé des défenses côtières autour de Huelva, avertit la police de Punta Umbria. La police, à son tour, prévient les autorités portuaires à Huelva qu'un soldat noyé s'est échoué sur la plage de la Bota. L'affaire est désormais sous la juridiction militaire du port. À la fin de la matinée, le lieutenant de marine Mariano Pascual del Pobil Ben Suzan, commandant en second du port et juge militaire par intérim, approche de la plage à bord d'un canoë. Malgré le dégoût, il examine rapidement le corps et remarque l'uniforme militaire, ainsi que l'attaché-caisse arborant les armoiries GVIR, surmontées de la couronne royale, qui est toujours attachée aux morts. Il sort le portefeuille de sa poche et relève le nom du major Martin sur sa carte d'identité. Ensuite, Pascual del Pobil détache la mallette verrouillée de sa chaîne, ordonne que le corps soit transporté à Huelva, puis repart avec l'attaché-caisse entre les mains. Il ne pense pas à prendre la clé qui se trouve sur le cadavre pour déverrouiller la mallette. La seconde personne qui arrive sur les lieux est le médecin local, José Pablo Vázquez Pérez, qui vient certifier que le corps est bien mort. Une confirmation pas vraiment nécessaire vu l'odeur que le corps dégage. Le corps est ensuite chargé sur le dos d'un âne pour le mettre en sécurité. Dans le même temps, le lieutenant Pascual del Pobil prévient le consulat britannique qu'un soldat britannique mort a été trouvé sur la plage de la Bota et qu'il arrivera au port de Huelva le lendemain matin. Francis Hazelden ressent un soulagement concernant la réussite de l'opération, car il ne sait pas si elle a pu être finalisée ou non à cause de la météo ou pour d'autres raisons. Gómez Béar laisse des instructions très précises à Hazelden. Dès qu'il apprendra que le corps s'est échoué, le vice-consul doit lui téléphoner à Madrid pour l'informer de la découverte du corps, son signalement, etc. Ensuite, Gómez Béar demandera à Hazelden d'organiser l'inhumation du corps pendant qu'il avisera Londres de la nouvelle. Gómez Béar doit lui téléphoner quelques jours plus tard pour savoir si des documents ou d'autres objets se sont échoués avec le corps. L'assistant de l'attaché naval, lui, répondra qu'il ne peut pas lui en parler au téléphone, de peur d'être sur écoute. Au même moment, Alan Hilgart, à Madrid, enverra des câbles à Huelva pour soutenir l'histoire. Il sait que ces messages seront interceptés et relayés à Karl Erik Kulenthal et à ses collègues du quartier général de l'Abwehr à Madrid. Londres et Madrid devaient se montrer de plus en plus agités par rapport à la perte des documents top secrets. En même temps que cette mise en scène, Hilgart enverra une série de messages cryptés personnellement pour tenir Londres informé de ce qui se passe. Hazelden doit jouer le rôle d'un fonctionnaire qui subit des pressions par ses chefs pour retrouver la mallette.
Il doit enquêter pour retrouver les papiers, mais sans trop d'énergie, sinon les papiers n'auront pas le temps d'être vus par les Allemands et lui seront immédiatement renvoyés. Le plan des Britanniques est simple, laisser le temps aux Allemands d'examiner les plans et les lettres secrètes, puis attendre que les Espagnols renvoient tous les documents en faisant croire que personne ne les a examinés ni lus. En somme, l'opération Meet-Smith réussira uniquement si les Allemands réussissent à duper les Britanniques. Sur une charrette tirée par un âne se trouve un cercueil en bois dans lequel gît le corps du major Martin. Francis Hazelden est présent pour suivre le corps jusqu'au cimetière de Nuestra Señora de la Soledad. À l'entrée du cimetière attend le lieutenant Pascual del Pobil, juge de la marine, qui tient sous son bras l'attaché Chiesa. À côté de lui se tient le docteur Eduardo Fernández del Torno et son fils, le docteur Eduardo Fernández Contioso, pour procéder à l'autopsie. Il y a également un pilote américain présent, Willie Watkins, qui doit identifier le corps s'il le connaît. Le cercueil est transporté jusqu'au petit bâtiment qui sert de morgue et qui se trouve juste à côté du cimetière. Le corps de Glenweir Michael, alias Major Martin, est soulevé puis placé sur la dalle de marbre surélevée. L'assistant funéraire fouille ensuite les poches et y trouve de l'argent, des cigarettes mouillées, des allumettes, des clés, des reçus, une carte d'identité, un portefeuille, des timbres et des contremarques de places de théâtre. Pascual del Pobil jette un œil sur les effets personnels du Britannique et prend les clés pour ouvrir la mallette. Son contenu est trempé, mais l'écriture sur les enveloppes est toujours lisible. Del Pobil examine les noms inscrits sur les enveloppes et Hazelden à venir les examiner. Ce dernier ne connaît que les grandes lignes de l'opération Meet-Smith, mais pour lui, voyant les sceaux rouges et les enveloppes gaufrées, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de courriers militaires confidentiels. Pascual del Pobil s'en doutait et demande à Hazelden s'il veut reprendre la mallette. Ce dernier lui déclare « Ton supérieur n'appréciera sans doute pas. Peut-être ferais-tu mieux de la lui remettre, puis tu me la rapporteras comme le veut la procédure officielle. » Pascual del Pobil hausse les épaules et referme la mallette. Willie Watkins, le pilote américain, observe l'échange et trouve bizarre que Hazelden ait refusé de reprendre la mallette qui contenait des plans et des lettres aussi confidentielles. Del Pobil appelle le pilote américain et lui demande s'il peut identifier le corps. Tout de suite, Watkins répond qu'il n'est pas capable de le reconnaître. Puis il dit « Son gilet de sauvetage est un modèle anglais, alors que nous, à bord d'un avion américain, on portait un gilet de sauvetage totalement différent. » Donc, Del Pobil annonce que l'accident d'avion qu'a eu Willie Watkins et le major Martin n'ont aucun rapport. Tous les effets personnels du mort ainsi que la mallette sont remis au commandant de marine du port de Huelva. Hazelden annonce ensuite qu'il souhaite rester pour observer l'autopsie. Il décrira les détails de l'autopsie, dira que le corps extérieur est plutôt bien conservé, mais que l'intérieur, lui, est un peu plus abîmé. Les poumons sont remplis de liquide. Hazelden décide d'intervenir, car si on va plus loin dans l'autopsie, on va finir par découvrir la véritable origine du décès. Il fait comprendre au médecin qu'avec cette chaleur, le corps est déjà bien abîmé et que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Le médecin rédige le verdict post-mortem. Le jeune officier britannique est tombé à l'eau alors qu'il était encore vivant. Il ne présente aucune trace de coup et se noya par asphyxie provoquée par l'immersion. Le corps était resté dans l'eau pendant 8 à 10 jours. Le corps est ensuite remis dans son cercueil et il est officiellement transféré aux bons soins du vice-consul britannique. Pourtant, le médecin Fernandez est troublé par certains aspects du corps, comme la couleur de la peau qui révèle très nettement un empoisonnement. Il n'a rien prélevé au niveau des poumons, ni du foie, ni des reins. Et pourtant, le doute est bel et bien présent dans son esprit, car plusieurs fois, il a eu affaire à des pêcheurs noyés, et tous avaient des traces de grignotage ou de morsures par des poissons ou des crabes. Là, il s'aperçoit que les oreilles de l'officier sont intactes. Fernandez écrit d'autres faits qui l'ont perturbé durant l'autopsie. La brillance des cheveux ne correspondait pas au temps qu'il était censé avoir passé dans l'eau. J'ai également des doutes quant à la nature du liquide dans les poumons de l'homme. Il paraissait très bien habillé pour quelqu'un qui avait passé tant de jours dans l'eau. Avec mon fils, nous avions comparé la photo d'identité avec le mort et nous avions noté que la calvitie des tempes était plus prononcée que sur la photographie. Soit la photographie avait été prise il y a 2 ou 3 ans, soit la calvitie des tempes était due au séjour dans l'eau de mer. Fernandez a également des doutes sur la décomposition si avancée du corps,
car si le major Martin était encore en vie le 24 avril, son corps n'aurait pas dû être aussi décomposé. Cela ne concorde pas, même s'il a passé 8 jours en mer. À présent, la chronologie de la vie du major Martin est dans son portefeuille, qui désormais est entre les mains du capitaine Francisco Elvira Alvarez, commandant du port de Huelva et meilleur ami de Ludwig Claus, le consul allemand à Huelva. Le rapport final de Fernandez est remis aux autorités portuaires et Pascual del Pobil l'archive aussitôt. Malheureusement, cette archive sera détruite dans un incendie en 1976. Donc aujourd'hui, il est impossible de dire si le docteur Fernandez a bien stipulé tous ses doutes dans son rapport. Ce soir-là, à 20h30, Francis Hazelden envoie un câble à l'assistant de l'attaché naval Don Gomez Béar à Madrid. En référence à mon message téléphonique de ce jour, le corps a été identifié comme celui du major W. Martin RM, carte d'identité 148-228 datée du 2 février 1943 à Cardiff. Le juge de la marine a pris possession de tous les papiers. Mort par noyade, probablement 8 à 10 jours en mer. L'inhumation aura lieu dimanche midi. Normalement, dans de pareilles circonstances, l'attaché naval doit envoyer un message à l'amirauté à Londres, en mentionnant le nom et le grade du mort. Mais cet officier de la Royal Marine n'existe pas. Donc si le message avait été envoyé par les voies habituelles, quelqu'un à Londres aurait pu se rendre compte de l'anomalie et la signaler. Donc Hilgard prévoit d'envoyer un télégramme signalant le décès du major Martin par message codé à l'attention de C, au MI6. Le plan ne fonctionne pas comme prévu, car le message commence à être distribué dans différents services de l'amirauté. Mais fort heureusement, une excuse a été trouvée et a suffi pour éviter de mener une enquête sur ce major Martin, qui est inconnu dans les Royal Marines. Hazelden envoie un message à Sadok, le nom de code de Gomez Béar dans les télégrammes, mais en réalité, son vrai destinataire est Adolf Claus, l'officier de l'Abwehr à Huelva. Ce dernier sait déjà que le corps d'un soldat britannique transportant des lettres s'est échoué dans sa zone. Claus mobilise son réseau d'espions pour intercepter les papiers qui sont dans la mallette. Il essaie de faire jouer ses relations, dont notamment celle de son père, Ludwig Claus, qui est consul et qui connaît très bien le capitaine Francisco Elvira Alvarez. Ludwig Claus va lui demander de lui remettre les documents qui se trouvent dans la mallette, ce à quoi Alvarez répond qu'il ne peut pas les lui donner car les documents sont enfermés dans son coffre-fort à l'office de la marine, au 17 Avenida de Italia, et qu'ils doivent rester en sa possession jusqu'à ce qu'il reçoive ses ordres de Cadix. Le 2 mai 1943 à midi, sous une chaleur écrasante, un groupe de personnes endeuillées, officiels, publics et secrets, se réunissent pour les funérailles et l'enterrement du major William Martin. L'Angleterre est représentée par Francis Hazelden, le vice-consul, et Lancelot Schutt, un dirigeant d'une compagnie minière britannique. Il y a également le français Pierre Debray, un gaulliste et ami de Hazelden. Debray est un représentant en Espagne d'une société française d'extraction de pyrite. Mais il organise également une voie souterraine d'acheminement des membres des forces françaises libres de la France occupée vers l'Afrique du Nord, en passant par l'Espagne, et n'hésite pas à conspirer contre les Allemands avec son ami Hazelden. Le commandant du port, Elvira, et le juge naval Pascual del Pobil assistent également à la cérémonie. Le gouverneur militaire de Huelva, n'étant pas présent, envoie un lieutenant de l'armée pour représenter les forces armées espagnoles. Glynwyr Michael est mort sans que personne ne le pleure. Mais ses funérailles sous une fausse identité se déroulent avec tous les honneurs militaires. Hazelden observe les individus dans la foule et ne voit pas la silhouette d'Adolf Claus. En réalité, il est bien là, puisqu'il dira plus tard qu'il était présent lors des funérailles en tant que vice-consul, comme marque de respect envers le soldat tombé au combat. En vérité, il est là pour espionner et écouter les discussions et capter toute information sur cette mystérieuse mallette. Le cercueil est ensuite transporté jusqu'à la section du cimetière qui se nomme San Marco. Hazelden a demandé un enterrement de 5e classe, ce qui veut dire le moins cher possible. Son coût total avec le cercueil est de 250 pesetas. Le consulat britannique s'engage à entretenir et à payer les frais de location et d'entretien de la concession à perpétuité. Le major Martin est donc conduit vers les tombes les plus petites et les plus humbles.
Le cercueil est descendu sous terre à 12h30. Et sur la pierre tombale, il est inscrit « Il est doux et glorieux de mourir pour sa patrie ». Don Gomez Béar aperçoit en partant Adolf Klaus, qui quitte le cimetière, puis il descend la colline derrière lui. Adolf Klaus, l'espion allemand, tente à maintes reprises de consulter les documents qui sont dans la mallette, mais en vain. Il va donc se rapprocher du lieutenant-colonel Santiago Garrigós, qui commande la Guardia Civil, la police paramilitaire espagnole dans le district de Huelva. Klaus demande à Garrigós de faire tout le nécessaire pour obtenir des copies des documents qui se trouvent dans la mallette. Mais Garrigós sait que s'il demande les documents à Elvira ou à Pascual del Pobil, ils en déduiront qu'il travaille pour les Allemands. Garrigós parvient à persuader une personne du bureau de la marine de lui dire ce qu'il y a dans la mallette. Il envoie la liste à Klaus. Il y a 3 bulletins d'opération britanniques, 2 plans, 33 photographies, 3 enveloppes adressées à Cunningham, au général Eisenhower et au général Alexander. Après avoir consulté la liste des éléments présents dans la mallette, Klaus déduit que le contenu de cet attaché-caisse est très intéressant. Il va de nouveau faire appel à son père, le consul Ludwig Klaus, pour qu'il se mette en contact avec Joaquín Miranda González, le gouverneur civil de Huelva. Ce dernier part discrètement se renseigner auprès du bureau de la marine, mais il va interrompre ses démarches et ne va pas oser demander à voir le contenu des lettres. Les documents sont arrivés depuis 3 jours et les lettres sont toujours scellées. À Londres, Cholmondeley et Montagu sont au courant que les documents sont bien arrivés à destination, mais qu'ils se trouvent entre les mains de la marine espagnole, qui agit honnêtement. Cette fois, il faut intervenir. Alan Hilgard, de son côté, va envoyer un télégramme spécifiant que l'inhumation du major Martin s'est déroulée avec tous les honneurs militaires. Les services de renseignement de la Navy, à Londres, envoient un câble à Hilgard, à Madrid. Sur ce câble, il est marqué « Top secret », mais en vérité, le but est que les Allemands le lisent également, car les services de renseignement montrent leur anxiété pour les documents que transportait le major Martin. Des papiers que le major Martin avait en sa possession sont de la plus haute importance et confidentialité. Faites une demande officielle pour tous les papiers et avertissez-moi immédiatement par message personnel des destinataires des lettres officielles récupérées. Ces lettres doivent être retournées et adressées au Commodore Rushbrook, personnel, par la voie la plus rapide et la plus sûre. Elles ne doivent être ni recopiées, ni ouvertes, ni manipulées d'aucune manière. Si la correspondance officielle n'est pas récupérée, effectuez des recherches discrètes à Huelva et Madrid pour savoir si les lettres se sont échouées et si oui, ce qu'elles sont devenues. Dans le même temps, Montagu envoie un message à Hilgard en utilisant le code personnel, ce qui est la seule méthode sûre pour communiquer. Exécutez les instructions de mon câble naval, car c'est nécessaire, mais un échec est souhaitable. En somme, Hilgard doit commencer une enquête de routine, puis par la suite donner progressivement l'impression d'une urgence. Il ne doit pas en faire de trop, car les Espagnols se douteraient de quelque chose. Hilgard transmet le message reçu de Londres à Hazelden et lui demande de mener une enquête pour déterminer l'endroit où se trouvent les documents. Hilgard sait également que les rumeurs sont les bienvenues en Espagne. Il sait que ça va faire du bouche à oreille et que les espions sont les premiers friands des rumeurs qu'ils entendent. Il va donc créer une rumeur spécifiant que les Anglais recherchent des documents importants à Huelva. Hilgard va se rapprocher de l'amiral Moreno, le ministre de la marine espagnol, qui joue sur les 2 côtés. Il sait qu'un jour, c'est lui qui aura l'attaché-caisse pour le remettre aux Britanniques. Et comme il est en bon terme avec l'ambassadeur allemand Hans-Heinrich Dieckhoff, il est susceptible de lui montrer les documents sans les lui donner, pour ainsi continuer à rester en bon terme avec les 2 côtés. Hilgard est prudent et ne va parler du contenu de la mallette pour éviter de montrer une quelconque inquiétude. Il charge également son officier informateur, un officier supérieur de la marine espagnole qui porte le nom de code agent Andros, de surveiller le contenu de la mallette. Tous les rapports au sujet de la mallette qui parviennent à Hilgard ou au MI6 sont très détaillés. Le 5 mai, le capitaine Elbira, l'officier supérieur de la marine à Huelva, informe le vice-consul Hazelden qu'il a reçu l'ordre de remettre les affaires du major Martin à son officier supérieur à San Fernando, Cadix, qui se chargera à son tour de les transférer au ministère de la marine à Madrid. Cette information est également partagée par le vice-consul d'Allemagne, Adolf Klaus. Hilgard envoie un télégramme à Londres
prévenant que la situation est que tôt ou tard, des personnes intéressées par la mallette auront accès au contenu. Mais le vice-consul fait tout ce qu'il peut pour récupérer la mallette. Montagu et Cholmondeley renvoient un message et dans ce message, on peut ressentir la panique des Britanniques. Papier secret probablement dans la mallette noire. Information urgente demandée sur sa découverte sur la plage. Si elle a été trouvée, il faut la récupérer immédiatement. Si elle s'échoue ultérieurement, il faut s'assurer qu'elle ne tombe pas entre de mauvaises mains. En même temps, il envoie un message par voie spéciale très secrète pour demander à Hilgard de continuer à prendre l'apparence d'un officiel harcelé à qui on demande l'impossible. Normalement, vous devriez recevoir des messages désespérés vous demandant de vous procurer immédiatement les documents secrets et de harceler les Espagnols. Vous devez faire en sorte de parvenir au résultat attendu tout en préservant les apparences. Hilgard comprend ce qu'il doit faire et va continuer à jouer son rôle. Les messages envoyés par Londres sont comme prévu interceptés par l'Abwehr. Klaus ordonne au colonel Santiago Garrigós de se rendre à Séville pour prendre contact avec un collègue de la Guardia Civile, le major Luis Canis, un homme très pro-allemand. Garrigós lui expose la situation et lui demande de faire tout son possible pour obtenir les copies des documents en profitant de sa situation officielle. Canis demande à l'un de ses officiers subalternes de l'unité de contre-espionnage de se rendre à San Fernando, là où sont les effets du major Martin, et de faire preuve d'une très grande discrétion. Une personne du quartier général de Cadix accepte de photographier le contenu de la mallette, les lettres, les photographies et les épreuves du livre de Hilary Saunders sur les commandos. Seulement, les lettres sont encore fermées avec leur sceau, et il refuse de les ouvrir, car il ne sait pas comment les ouvrir sans laisser de traces. Les quelques photos qui ont été prises dans la mallette n'ont aucune valeur pour les espions allemands. Et pour le coup, l'homme envoyé a été beaucoup trop discret pour mener à bien sa mission. Furieux, Canis souhaite se rendre à Cadix pour se confronter aux autorités navales. Mais il est déjà trop tard. L'amiral Moreno, le ministre de la Marine, vient tout juste d'envoyer des ordres clairs afin que la mallette et son contenu soient transmis sans avoir été ouverts à l'amirauté à Madrid. En plus, les papiers sont déjà en route sous escorte. Adolf Klaus n'a pas réussi à intercepter les documents à Huelva. Son agent, Luis Canis, a échoué également. Leur seul espoir d'obtenir la copie de ces documents repose sur les épaules de Karl Erik Kulenthal à Madrid. À Londres, on sait que la mallette est entre les mains des Espagnols, et en plus dans la branche d'armée la moins pro-allemande. Les cryptanalystes de Bletchley Park surveillent tous les messages entre les postes de l'Abwehr de Huelva, de Madrid et de Berlin. Mais aucun indice sur ces messages ne montre que les Allemands ont connaissance de ces documents. Smith risque de se frayer un chemin entre l'armée espagnole avant qu'elle ne retourne à son destinataire et elle ne passera pas par l'Allemagne. La crainte à Londres monte d'un cran à ce moment-là. Une semaine après l'enterrement du major Martin, les documents arrivent à l'amirauté à Madrid et sont immédiatement remis à l'amiral Moreno. Le major Kulenthal va se plier en quatre pour tenter de découvrir où se trouvent les papiers, puis va soudoyer les bonnes personnes pour récupérer le plus d'informations possible. Mais l'amiral Moreno, après avoir eu l'attaché-caisse entre les mains, l'a ensuite remis à l'Alto Estado Mayor, le chef d'état-major. Kulenthal a plusieurs contacts haut placés dans l'état-major justement. Mais après enquête, ils vont lui dire qu'ils n'ont pas reçu les documents ou leurs copies, et ils ne savent pas de quoi il est question. Le ministère de la guerre est l'étape suivante, mais nouvel échec. L'Abwehr se tourne vers la Gestapo, qui possède un bureau en Espagne. Le chef de la Gestapo en Espagne reçoit l'ordre de contacter ses informateurs à Dirección General de Seguridad, ou DGS, l'appareil sécuritaire pour mettre la main sur l'affaire. Encore une fois, les Allemands font chou blanc. La dernière personne à avoir vu cette mallette est l'amiral Moreno. Mais les Allemands ne souhaitent pas s'approcher du ministère de la Marine, car les Espagnols vont tout de suite dénoncer aux Britanniques ce que les espions allemands mijotent. L'Abwehr se tourne vers son dernier espoir, un espion en qui ils ont totalement confiance, le capitaine Groisard, un officier de l'aviation espagnole.
Le capitaine espagnol se rend chez le chef d'état-major, mais sans succès. Il frappe ensuite à la porte de la DGS, mais on est incapable de lui donner de nouvelles informations. Il contacte ensuite certains hauts fonctionnaires de la police, mais il n'y a aucune information sur cette mallette ni sur ce qu'elle contient. L'agent Andros écrit. Les documents suscitèrent un grand intérêt. Groisard était si persévérant dans ses recherches que le lieutenant-colonel Baron, secrétaire général de la Direction générale de la sécurité, finit par s'intéresser personnellement à l'affaire. L'homme dont parle l'agent Andros est le colonel José López Barón Cerruti, le plus haut gradé de la police secrète et un fasciste qui a servi dans la division Azul, une unité de volontaires espagnols pour se battre aux côtés des troupes d'Hitler sur le front de l'Est. Le colonel Barón Cerruti et son unité au sein de la DGS travaillent fortement pour les Allemands. Le colonel espagnol est très intéressé par cette mallette qui cache des documents secrets. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'il la retrouve et qu'il remette les informations aux Allemands. 9 jours plus tard, les lettres tombent entre les mains des Allemands. Mais comment? Et qui est responsable? Selon les rapports retrouvés en Allemagne après la guerre, il s'agit du lieutenant-colonel Ramón Pardo Suárez. Mais il n'a pas agi seul, puisque d'après l'agent Andros, ses ordres émanaient d'une autorité supérieure. Il pense alors au colonel Barón Cerruti, qui est fortement capable de faire pression pour obtenir les lettres, les ouvrir sans laisser de traces, puis remettre toutes les informations aux Allemands. Ce n'est que bien plus tard que les Anglais ont découvert comment le service du colonel Barón Cerruti a fait pour sortir les lettres de leurs enveloppes sans endommager le sceau. Lorsque l'on recourbait le haut et le bas de l'enveloppe, le rabat inférieur, qui est plus grand que le rabat supérieur, s'ouvre. Ensuite, on insérait une fine pince métallique à 2 dents à l'aide d'un simple crochet métallique dans l'ouverture. Puis, une fois le bord inférieur de la lettre accroché, on enroulait le papier toujours humide en rouleau serré autour de la sonde. Puis, on le sortait par l'ouverture dans la moitié inférieure. Le sceau, comme ça, restait intact, faisant croire que la lettre n'avait jamais été ouverte. Les lettres sont ensuite séchées à l'aide d'une lampe à chaleur. Elles sont ensuite copiées par les fonctionnaires espagnols, mais aucune copie ne sera retrouvée. Très intelligemment, les Espagnols ne prirent pas la peine de fournir des photographies de la lettre à Eisenhower, à qui l'on remit uniquement la brochure sur les opérations combinées, qui n'était que du remplissage. Les lettres sont ensuite apportées par le lieutenant-colonel Pardo Suárez à l'ambassade d'Allemagne et remises en personne à Leisner, le chef de l'Abwehr en Espagne, qui est informé qu'il a les documents à sa disposition pendant 1 heure seulement. Leisner, qui comprend l'anglais, se souvient. Les lettres semblaient être de la plus haute importance. Non seulement les lettres indiquaient un débarquement imminent des Alliés en Grèce et probablement en Sardaigne, mais elles identifiaient spécifiquement la Sicile comme une cible de diversion. Kuhlenthal, lui, quand il lit les documents, remarque quelque chose de plutôt étrange. Ces lettres mentionnaient le nom de l'opération, Husky. Cela resta gravé dans ma mémoire, parce qu'il me paraissait dangereux de citer à la fois le nom de code et les destinations possibles dans un même document. Les considérations stratégiques n'étaient pas assez précises pour suggérer que la destination était déjà fixée dans le nord de la Méditerranée. Le dernier mot semblait revenir au général Alexander. Mais il croit aux lettres de Smith. Il prend ensuite les lettres pour les photocopier dans les sous-sols de l'ambassade d'Allemagne. Leisner informe ensuite Diekhoff, l'ambassadeur d'Allemagne en Espagne, des contenus qui se trouvent dans cette lettre. Les originaux sont ensuite rendus au lieutenant-colonel Pardo Suárez, puis reviennent au bureau de l'état-major en compagnie de Kuhlenthal, qui souhaite observer les techniques espagnoles. Il remet le papier dans le froissier sans briser le sceau. L'espion espagnol a réussi à remettre le papier dans les enveloppes sans qu'il y ait aucune trace. Les lettres sont ensuite remises pendant 24 heures dans de l'eau salée pour de nouveau les humidifier. Les enveloppes et les épreuves du livre sont remises dans l'attaché-caisse, qui est de nouveau verrouillée. Puis, il est de nouveau rendu au ministère de la Marine, en même temps que le portefeuille et les effets personnels du major Martin. Les copies, elles, sont déjà en route pour Berlin. En effet, les documents sont beaucoup trop secrets pour être transmis par radio ou par télégramme. Kuhlenthal lui-même prend la route pour aller donner ces documents à Berlin.
À Bletchley Park, on intercepte un message qui stipule que Kulenthal est parti en toute hâte à Berlin pour transmettre des rapports transmis d'Espagne. Le 9 mai, Kulenthal se présente directement au quartier général de l'Abwehr, qui se trouve au sud de la ville, pour montrer les documents qu'il a découverts et dont il est si fier. Le 11 mai, l'amiral Alfonso Arriago Adam, le chef de l'état-major de la marine espagnole, arrive à l'ambassade britannique avec à la main une mallette noire et il souhaite voir l'attaché naval, Alan Hilgard. L'officier espagnol explique que le ministre espagnol de la marine, le contre-amiral Moreno, est en déplacement à Valence et qu'il lui a donné toutes les instructions pour remettre à Hilgard en personne tous les effets et papiers trouvés sur le corps de l'officier britannique. L'amiral Arriago Adam ouvre la mallette en spécifiant que tout est à l'intérieur. Hilgard écrit. D'après son comportement, il était évident que le chef d'état-major de la marine était au courant du contenu. Tout en exprimant ma gratitude, je montrais à la fois du soulagement et de l'inquiétude. Ni le secrétaire ni moi-même ne montrions de volonté de discuter davantage de l'affaire. L'amiral espagnol lui remet ensuite une enveloppe qui contient tous les effets personnels du major Martin, puis salue brusquement avant de prendre congé. Hilgard ferme la porte de son bureau et décide d'ouvrir la mallette. Mais il a reçu l'ordre de Londres de ne pas toucher au contenu de la mallette, car des recherches comme des empreintes, des cheveux seront effectuées une fois que l'attaché-caisse sera de retour à Londres. Hilgard enveloppe ensuite la mallette et les autres effets dans du papier qu'il adresse à Ewen Montagu au service de renseignement de la Navy à Whitehall et il envoie un télégramme qui explique que le colis sera placé dans une valise diplomatique scellée et sera dans le premier vol pour Londres le 14 mai. Il explique. Même si je ne pense pas qu'il divulguera ses connaissances à l'ennemi, il était évident que d'autres gens sont dans le secret. Il est donc plus que probable que tout sera communiqué à l'ennemi. Des notes ont certainement été prises et des copies effectuées. Si vous êtes d'accord, je demanderai à 23 000 de découvrir par ses propres moyens si les Allemands les ont, comme il peut le faire s'ils arrivent à l'état-major combiné, ce qu'ils feront très probablement. Le télégramme d'Hilgard est la première bonne nouvelle depuis que le corps a échoué. Pendant que les lettres retournent aux mains des Anglais, les Allemands, eux, les étudient depuis 48 heures. L'Abwehr a confirmé l'authenticité des documents. Pour ce qui est des lettres, c'est le renseignement du haut commandement de l'armée allemande qui se charge de les authentifier. Les Allemands obtiennent un inventaire complet et une description de tout ce qui se trouvait dans la mallette, le portefeuille et les poches du mort. Ils vont étudier chaque phrase des lettres avec une très grande attention et ils sont également informés de la personnalité du major Martin. La première évaluation complète des documents par le service de renseignement allemand est écrite et signée par le lieutenant-colonel Alexis Baron von Rönn, qui dirige le service le 11 mai. Elle est adressée au commandant supérieur de la Wehrmacht, l'OKW, dirigé par le général Alfred Jodl. Sur le cadavre d'un messager anglais qui fut découvert sur la côte espagnole se trouvaient 3 lettres de hauts gradés britanniques à des hauts gradés alliés en Afrique du Nord. Elles donnent des informations concernant les décisions prises le 23 avril 1943 et relatives à la stratégie anglo-américaine pour la conduite de la guerre en Méditerranée après la conclusion de la campagne de Tunisie. Le major Martin est décrit comme un spécialiste expérimenté en opérations amphibies. Von Rönn continue ensuite son évaluation. Des opérations amphibies à grande échelle sont prévues à la fois dans l'ouest et dans l'est de la Méditerranée. L'opération prévue dans l'est de la Méditerranée, sous le commandement du général Wilson, se fera sur la côte près de Kalamata et au sud du cap Araxo. Le nom de code du débarquement dans le Péloponnèse est Husky. L'opération qui doit être conduite dans l'ouest de la Méditerranée par le général Alexander a été mentionnée, mais sans citer son objectif. Dans cette lettre, une remarque badine fait référence à la Sardaigne. Le nom de code de cette opération est Brimstone. Eh oui, von Rönn a compris la référence à la Sardine et a compris que cette opération dite commando va avoir lieu en Sardaigne. Comme expliqué dans la lettre, von Rönn conclut que la Sicile n'est pas une cible pour les Alliés, mais sera une diversion. La seule incertitude pour von Rönn est la date de l'offensive, car comme stipulé dans la lettre de Ney, la 56e division d'infanterie qui doit attaquer à Kalamata est toujours en action à Amphidaville. Donc, il est probable que la division prenne un peu de repos avant de débarquer sur son objectif.
Pour von Rheun, l'Allemagne dispose de 2 ou 3 semaines pour envoyer du renfort sur la côte grecque avant l'attaque. Von Rheun formule une remarque très intéressante. L'état-major britannique sait que les dépêches du messager au major Martin sont tombées entre les mains des Espagnols. Mais il ne sait peut-être pas que nous avons eu connaissance de ces lettres, car un consul britannique était présent lors de l'examen des lettres par des fonctionnaires espagnols. Les Britanniques peuvent soupçonner sans en avoir la preuve que les lettres ont été lues, voire transmises aux Allemands et copiées. Il ne reste plus qu'à espérer que l'état-major britannique maintienne ses opérations projetées, ce qui permettrait un succès retentissant de l'Abwehr. Pour piéger les Alliés, von Rheun suggère que les Allemands fassent leur propre campagne de désinformation, en faisant croire que les forces de l'Axe resteront concentrées en Sicile, alors que des renforts vont arriver en Grèce et en Sardaigne. Le plus grand analyste des renseignements de l'armée refuse de croire à un coup monté, tellement les lettres semblent authentiques. Ce qui est plutôt étrange, car cette branche des renseignements allemands ne croit pas aux preuves apportées par l'Abwehr, car la plupart du temps, elles sont erronées ou fausses. Mais curieusement, ces lettres sont dites authentiques. Von Rheun a-t-il volontairement fait croire qu'elles étaient authentiques pour piéger Hitler ? Von Rheun a-t-il vu la désinformation de Smith ? Car oui, von Rheun détestait Hitler et faisait quelquefois passer de fausses informations sur le bureau du Führer en personne, le piégeant dans les plans de désinformation des Alliés. Le 12 mai 1943, Juliette Ponsonby, la secrétaire de la section 17M, part chercher les dernières dépêches de Bletchley Park dans la salle des téléscripteurs de l'amirauté. Montagu commence à les feuilleter quand soudain, il voit un télégramme envoyé par le général Alfred Jodl, chef d'état-major de la Wehrmacht et responsable de toute la planification militaire, qui indique qu'un débarquement ennemi à grande échelle est projeté dans un proche avenir à la fois dans l'est et l'ouest de la Méditerranée. Le message décrit également que l'information vient d'une source considérée comme fiable et que l'offensive aura lieu en Grèce, exactement comme ce qui est marqué sur la lettre. L'humeur dans le sous-sol de l'amirauté change du tout au tout. Les hommes se serrent la main et les femmes se prennent dans les bras. De nouveaux messages seront interceptés par Bletchley Park qui montrent que les Allemands envoient des renforts dans les zones du faux débarquement en Grèce. Winston Churchill, étant à Washington pour parler avec Roosevelt du futur débarquement en Italie, reçoit un télégramme le prévenant que Smith a atteint les bonnes personnes et qu'elles sont en train de réagir. Montagu envoie une carte postale à Bill Jewell du HMS Seraph. Vous serez heureux d'apprendre que le major est très bien installé. Même si la réussite de Smith rend les personnes heureuses, Montagu reste prudent, car l'état-major va-t-il y croire à son tour ? Il n'y a pas vraiment de raison de s'en faire à ce sujet-là, car Smith se propage déjà partout en Allemagne. Et en plus, l'ambassadeur d'Allemagne à Madrid, Hans-Heinrich Jekloff, envoie un télégramme au ministère des Affaires étrangères à Berlin qui stipule: D'après les informations que nous venons de recevoir d'une source parfaitement fiable, les Anglais et les Américains lanceront leur grande offensive sur l'Europe méridionale au cours de la prochaine quinzaine. Le plan, comme notre informateur a pu l'établir à partir de documents secrets anglais, consiste à lancer 2 attaques fictives sur la Sicile et le Dodécanèse, pendant que la véritable offensive serait dirigée en 2 poussées majeures sur la Crète et le Péloponnèse. Après 3 semaines du début de l'opération, les lettres finissent par être entre les mains d'Adolf Hitler. Mais le dictateur allemand est sceptique concernant les informations contenues dans ces lettres. Il se tourne vers le général Eckhard Christian, de la Luftwaffe. « Christian, ne pourrait-il s'agir d'un cadavre qu'ils auraient délibérément mis entre nos mains ?» La réponse de Christian n'est mentionnée nulle part. Mais suite au rapport de von Rheun, tous les doutes d'Hitler se sont évaporés. Le 12 mai, Hitler émet une directive militaire générale. Il faut s'attendre à ce que les Anglo-Américains essayent d'enchaîner les opérations en Méditerranée. Les zones suivantes sont les plus menacées. En Méditerranée occidentale, la Sardaigne, la Corse et la Sicile. En Méditerranée orientale, le Péloponnèse et le Dodécanèse. La Sardaigne et le Péloponnèse sont prioritaires. À tous les commandements allemands en Méditerranée de consacrer toutes leurs forces et leurs équipements pour renforcer autant que possible les défenses de ces zones particulièrement en danger, pendant la courte période qu'il nous reste probablement.
Mais tous les Allemands ne sont pas convaincus de la véracité des documents. Le 13 mai, un officier sceptique du service de renseignement allemand, qui porte le nom de code Erizo, envoie un télégramme à l'Abwehr de Madrid. Le bureau d'évaluation attache une importance particulière à un exposé plus détaillé des circonstances dans lesquelles les documents ont été trouvés. Les aspects plus particulièrement intéressants sont quand le corps s'est-il échoué, quand et où l'avion est-il supposé s'être écrasé, l'avion et d'autres corps ont-ils été observés, ainsi que d'autres détails. Réponse urgente par télégramme si nécessaire. Le service de renseignement allemand a remarqué des dates qui ne correspondent pas avec celles de Kulenthal, mentionnant la découverte du corps 3 jours après son crash, alors que dans le rapport espagnol, il est stipulé qu'il a été découvert 7 à 8 jours après son crash. Comment se fait-il qu'il tienne encore aussi fort sa mallette dans la main au vu de l'état de décomposition du corps? Où est l'épave en Méditerranée? Le bureau de l'Abwehr à Madrid dépêche un officier pour éclaircir certains points et son rapport est rédigé immédiatement après. Kulenthal a remarqué le ton sceptique de certains à Berlin. Dans le rapport, l'officier rapporte. Par rapport à la première déclaration du lieutenant-colonel Pardo qui affirmait que le cadavre serrait la mallette dans sa main, il semblerait que la dite mallette ait été attachée au cadavre par une sorte de ceinture à la taille. L'attache équaise était liée à cette ceinture par un crochet. Le rapport envoyé par le bureau de l'Abwehr en Espagne au colonel von Rönn du service des renseignements allemands décrit comment les documents ont remonté la chaîne de commandement espagnole, de Huelva à Cadix. Il n'y a aucune trace de l'avion, car il a disparu en pleine mer, et aucun corps excepté celui du major Martin n'a été retrouvé. Kulenthal assure que les pêcheurs ont affirmé que les courants de mer sont si violents dans cette partie de Huelva que les autres cadavres ou les parties de l'avion seront découverts certainement plus tard. Pendant ce temps, dans les sous-sols de l'amirauté à Londres, Montagu et Cholmondeley commencent peu à peu à paniquer, car la mallette contenant les documents Meade-Smith n'est pas encore arrivée. Si elle a été envoyée le 11 mai, elle aurait déjà dû arriver le 14 mai, surtout par valise diplomatique. Il envoie un télégramme crypté à Hilgard. Mallette toujours pas arrivée. Urgent recevoir lettre le plus tôt possible. Mallette envoyée par air ou par mer? Hilgard répond tout de suite, spécifiant que la valise scellée a quitté Madrid pour Lisbonne et aurait dû arriver par avion, et qu'elle est personnellement adressée à Ewen Montagu. Désormais, après de longs mois de travail, la crainte est bien réelle. La mallette peut être tombée en de mauvaises mains. Mais finalement, le 21 mai, un soupir de soulagement se fait entendre dans les sous-sols de l'amirauté. Le paquet contenant la mallette du major Martin est enfin arrivé. Aucune explication valable fut donnée sur ce retard. À présent, ce sont les scientifiques qui scrutent les moindres recoins de la mallette et son contenu. Ils s'aperçoivent que les sceaux sont intacts, mais les lettres ont pu être roulées et extraites par les rabats inférieurs. Pour démasquer cette méthode, les Anglais ont glissé un cil dans l'enveloppe et manque de peau, le cil a disparu, ce qui laisse à penser que le contenu de ces lettres a été découvert grâce à cette méthode. Et puis les scientifiques remarquent que les plis des lettres ne sont plus pareils. Encore un autre indice qui montre que les lettres ont révélé leur secret. Maintenant, il faut faire croire aux Allemands que les lettres ont été reçues par les Anglais et qu'ils ont constaté qu'elles n'ont jamais été ouvertes. Pour cela, ils envoient un message à Hilgard. Informez ministre de la Marine dès que possible que les enveloppes scellées ont été testées par les experts et qu'il n'y avait aucune trace d'ouverture ou d'altération avant qu'elles n'arrivent entre les mains de la marine espagnole. Que l'on vous a demandé d'exprimer notre profonde gratitude pour l'efficacité et la promptitude avec lesquelles la marine espagnole a pris en charge les documents avant qu'une personne mal intentionnée ne mette la main dessus. Vous devez dire que vous pouvez affirmer en toute confiance que l'une des lettres était de la plus haute importance et confidentialité, et que l'appréciation exprimée comme preuve d'amitié est des plus sincères. Ce message n'est pas envoyé crypté, mais transmis par câble naval. Dans un nouveau câble, cette fois secret, Londres prévient Hilgard que les lettres ont bien été ouvertes, mais qu'il faut à tout prix faire croire aux Espagnols que l'amirauté croit qu'aucune d'entre elles n'a été ouverte. Les Allemands, quant à eux, et malgré la méfiance de certains dans le service de renseignement, commencent à croire que la prochaine attaque aura lieu en Sardaigne et en Grèce.
Le capitaine Ulrich de l'état-major allemand y croit dur comme fer à ce débarquement. Pour lui, les offensives à l'est, à l'ouest doivent être réalisées simultanément. Les troupes qui attaquent en Grèce partiraient de Tobrouk, dans le nord-est de la Libye. Alexandrie ne servirait pas de point d'embarquement, car pour le capitaine allemand, les forces alliées ne pourront pas atteindre la Sicile depuis cet endroit. Pour Ulrich, il est possible que la 5e et 56e division représentent l'ensemble des forces d'assaut dans le Péloponnèse. Pour l'attaque de diversion en Sicile, il voit un assaut rapide de commandos, puis un départ pour laisser place à la véritable opération. À la fin du rapport, le capitaine Ulrich insiste sur le fait que la stratégie défensive allemande doit se décaler vers la Grèce. Karl Dönitz lit ce rapport et a même gribouillé sur la marge en signant à la fin de ses initiales. Benito Mussolini, lui, est convaincu que la prochaine attaque alliée aura lieu en Sicile, mais Karl Dönitz, aux côtés d'Hitler lors de sa rencontre à Rome, va lui démontrer le contraire. Même la Gestapo confirme que ses espions dans les ambassades britanniques et américaines à Madrid ont entendu que les opérations ennemies sont prévues en Italie et ses îles, et en Grèce. Un appel du général Jodl au commandement allemand confirme que les Allemands sont tombés dans le piège. Vous pouvez oublier la Sicile, nous savons que c'est la Grèce. Le 19 mai, Hitler organise une conférence militaire pour discuter de l'offensive prévue sur la Grèce et la pousser au travers des Balkans. Pour lui, si l'Allemagne perd les Balkans, ce serait catastrophique car la machine de guerre allemande y puise son énergie, telle que son carburant, son chrome et sa bauxite. Il ne veut qu'aucune troupe alliée ne s'installe en Péloponnèse et donc décide de transférer une division armée à cet endroit. Le général Walter Warlimont, chef adjoint de l'état-major de la Wehrmacht, quant à lui, est préoccupé par la Sardaigne car elle est le point clé pour toute l'Italie. Depuis la Sardaigne, les Alliés menacent Rome, les principaux ports de Gênes et de Livourne, qui pourraient frapper ensuite le sud de la France. Un espion anglais qui s'est introduit dans le cercle du gouvernement italien va divulguer les informations concernant les documents retrouvés dans la mallette en Espagne. De plus, les Espagnols ont fait des copies de ces documents pour les transmettre ensuite aux Italiens. Le haut commandement italien connaît les détails de la lettre et les considère également comme authentiques. L'ambassadeur d'Italie à Madrid dit aux Allemands qu'il a obtenu cette information par une source insoupçonnable. L'information est transmise ensuite à l'ambassadeur allemand à Rome pour qu'il les transmette à Berlin. Mais l'Allemagne est déjà parfaitement au courant et n'a même pas averti son allié, l'Italie, que la prochaine offensive se passera en Grèce plutôt qu'en Sicile. Tous les principaux conseillers d'Hitler tombent un à un dans le piège, et le 20 mai, Mussolini, y croyant à son tour, se range du côté des Allemands. Seul un individu reste sceptique. Il s'agit de Joseph Goebbels, le ministre allemand de la propagande. Pour lui, ces lettres pouvaient être un camouflage, en somme pour mettre les Allemands sur une fausse piste. Et puis, ces lettres, comme par hasard, tombent au bon moment, ce qui lui semble suspect. Le 25 mai 1943, Goebbels écrit dans son journal « Je me suis entretenu avec l'amiral Canaris à propos des données disponibles pour prévoir les intentions des Anglais. Canaris est entré en position d'une lettre écrite par l'état-major anglais au général Alexander. Cette lettre est extrêmement instructive et révèle les plans anglais en mettant presque les points sur les i. Je ne sais pas si la lettre n'est qu'un camouflage, Canaris le nie énergiquement, ou si cela correspond aux faits. » Goebbels est l'un des seuls à rester sceptique à propos des lettres dévoilant les futures opérations alliées. Le véritable débarquement en Sicile doit avoir lieu le 10 juillet 1943. Et donc pour les Alliés, il faut absolument protéger cette opération jusqu'au bout. Pendant ce temps, ils inventent la 12e armée qui attend au Caire et qui est prête à fondre sur le Péloponnèse. Le 7 juin, Karl-Erich Kulenthal envoie un message à Juan Pujol, son meilleur espion, pour savoir si les Anglais recrutent bien des Grecs en vue de la future offensive. La première division canadienne s'entraîne durement en Écosse et se prépare à embarquer pour la Sicile. Kulenthal veut savoir si les troupes grecques sont avec eux. Pujol lui signale que l'agent 5 va se rendre en Écosse pour mener son enquête. Bien sûr, l'agent 5 n'existe pas et les troupes grecques non plus.
Pendant ce temps, à Londres, on reste dans la crainte que les Allemands ne souhaitent examiner le corps du major Martin pour prouver que la mort a bien été provoquée par noyade. Montagu organise une réunion avec Bentley Purchase, le coroner de Saint-Pancras. Mais ce dernier va le rassurer en disant que le corps est bien trop dégradé pour faire une seconde autopsie. Il sera impossible de dire de quoi exactement il est mort. Pour pallier au problème, une bonne fois pour toutes, Londres décide de mettre une pierre tombale afin de décourager les pilleurs de tombes. Le 21 mai, Alan Hilgart reçoit un télégramme venant de Londres. Suggère, à moins que cela ne soit pas l'usage, qu'une pierre tombale de prix moyen soit posée sur la tombe avec l'inscription, je cite, « William Martin, né le 29 mars 1907, mort le 24. Je répète, 24 avril 1943, fils bien-aimé de John Glyndwr. Je répète, Glyndwr Martin et la défunte Antonia Martin de Cardiff, Pays de Galles. Repose en paix. » Fin de citation. Montagu s'est trompé sur le nom de Glyndwr, car il ne s'appelle pas Martin mais Michael. Donc l'erreur sera reproduite sur la pierre tombale. Mais Hilgart pense que la mise en place d'une pierre tombale va paraître suspecte. Donc il faudrait que ce soit une décision familiale. Il va donc renvoyer un message lui signalant qu'il aimerait l'accord de la famille. Une fois l'accord entre les mains, il fera poser la pierre tombale immédiatement. Hilgart dicte une lettre pour le père du major Martin, afin de spécifier qu'il a pris ses dispositions pour poser une pierre tombale sur la tombe de son fils, pour que celle-ci ne soit pas la proie de pilleurs de tombes. En réalité, Kulenthal intercepte également la lettre et les Allemands sont ainsi au courant qu'une pierre tombale a été édifiée. Montagu envoie un message de son côté prévenant Hilgart que le père, la fiancée et les amis du major Martin le remercient pour ses funérailles et pour lui avoir renvoyé ses effets personnels. Puis, il demande la photo de la tombe du major Martin pour l'envoyer à sa famille. Les Allemands sont sûrs cette fois que tous les objets et effets de l'officier britannique sont retournés en Angleterre. Les Britanniques prennent soin de spécifier la mort du major Martin sur la liste des victimes et une lettre est envoyée au commandant des 3 divisions des Royal Marines avec le tampon « secret » et « personnel ». Bien sûr, inscrire une fausse personne sur la liste des victimes n'est pas si facile. Des explications sont demandées et le service juridique de la Navy en demande également. Les services de renseignement britanniques leur demandent bien gentiment de s'occuper de leurs affaires et de faire ce qu'on leur dit. Chose dite, chose faite. L'annonce de la mort du major William Martin en service actif est publiée dans le Times le vendredi 4 juin 1943. Son nom figure entre ceux de 2 vrais officiers de la Royal Marine morts dans un accident d'avion. Nul doute que les Allemands vont rattacher la mort des 3 hommes au crash du même avion. Pendant ce temps, les troupes allemandes commencent leur mouvement pour défendre les futurs points d'attaque, preuve que la désinformation de Meade-Smith a fonctionné. Lors d'une réunion, Montagu signale ses mouvements de troupes suite à la découverte des documents du major Martin. Tout fonctionne pour le moment, à condition de continuer à créer l'illusion que l'objectif n'est pas la Sicile, mais bel et bien la Grèce et la Sardaigne. Si l'illusion ne fonctionne plus, Meade-Smith peut encore échouer. Dans les jours qui vont précéder le débarquement en Sicile, les sous-marins larguent des hommes sur les côtes de Sardaigne et sur l'île grecque de Zante, pour laisser des signes de reconnaissance afin que les Allemands puissent les retrouver. Une autre opération, l'opération Waterfall, vise à son tour à faire croire qu'une armée s'est ralliée en Méditerranée et se prépare à attaquer dans les Balkans en réunissant des chars et des avions qui sont complètement faux. Le SOE organise des sabotages menés par les résistants grecs pour faire croire aux Allemands que cette activité signifie que l'attaque aura bientôt lieu. Les agents doubles se mettent également au travail de désinformation et annoncent aux Allemands que le débarquement se prépare tout en mentant sur la zone de débarquement. Les bombardements intensifs débutent en Sicile et l'île de Pantelleria se rend le 11 juin. Les Allemands commencent à s'inquiéter car ils reçoivent des rapports stipulant que les Alliés ont certainement changé leur plan suite à la découverte des lettres du major Martin et que finalement la Sicile est bien l'objectif principal. Mais personne ne veut y croire. Aux yeux des Allemands, la Sicile reste une diversion.
Hitler continue à envoyer des renforts en Grèce, dans les Balkans et en Sardaigne pour contrer une attaque qui n'aura jamais lieu, alors que l'Italie envoie des messages prévenant qu'une attaque en Sicile est imminente. Mais Hitler refuse d'y croire et préfère se référer aux écrits des lettres retrouvées en Espagne, une erreur qui va lui coûter cher. Le 10 juillet 1943, à 4 h du matin, le HMS Seraph reçoit la mission de jeter un tube en pleine mer. Cette fois, il ne contient pas un cadavre, mais des balises pour guider les troupes de débarquement jusqu'à la côte sicilienne. Puis, le sous-marin reste en position pour servir de repère aux premières vagues de débarquement. Ensuite, il se retire. Le débarquement sur les différents secteurs de la Sicile doit avoir lieu aux premières lueurs du jour. Les balises vont aider les troupes du général Patton et celles de Montgomery à débarquer sur les 150 km de côte de la Sicile. La 7e armée de Patton doit débarquer dans le golfe de Gela et la 8e armée de Montgomery doit quant à elle débarquer dans le golfe de Noto et Cassibile. Juste avant le débarquement, les troupes aéroportées sont parachutées derrière les lignes ennemies pour couper les moyens de communication, stopper les contre-attaques, s'emparer des carrefours vitaux et semer la confusion. Les batteries antiaériennes ouvrent le feu sur les avions qui larguent les troupes aéroportées. Les navires, quant à eux, approchent dans la pénombre. Les premières barges arrivent et envoient des signes au Seraph pour le remercier de son travail accompli. Désormais, le Seraph repart dans la pénombre, laissant les troupes débarquer sur les plages de Sicile. 12 heures après le débarquement, le drapeau américain flotte sur le quartier général du parti fasciste, sur la grande place de Gela. Mussolini, lui, est réveillé à 6 heures du matin pour être prévenu que le débarquement en Sicile a bien commencé. Confiant, le Duce demande de renvoyer les Alliés à la mer ou de les clouer sur la plage. Il a confiance en ses troupes et en son allié, l'Allemagne, pour ramener des renforts. Mais beaucoup de soldats italiens se rendent, voire retirent leurs uniformes. Même le maréchal Kesselring verra des soldats italiens à moitié vêtus s'enfuir dans des camions volés. À 17h15, Kesselring donne l'ordre à la division Hermann Göring d'attaquer et de détruire tout ce qui s'opposera à elle. Hitler, lui, donne l'ordre d'empêcher les troupes alliées de prendre pied en Sicile et ordonne que toutes ses forces se mettent à l'attaque. La réaction allemande est trop tardive. Les divisions blindées allemandes échouent dans leur contre-attaque et sont obligées de reculer. Avec l'avance rapide du général Patton et de Montgomery, la Sicile tombe aux mains des Alliés. L'opération Husky est un véritable succès. Suite à la réussite de l'opération de débarquement en Sicile, un énorme cri de joie retentit dans la salle 13. L'opération Meat-Smith a réussi à piéger les Allemands et elle a permis de sauver des milliers de vies du côté allié lors de l'opération Husky. Mais il est encore impossible à ce jour de confirmer si Meat-Smith a accéléré la fin de la guerre ou combien de vies elle a pu épargner des deux côtés. Au bout de 38 jours de combat, la Sicile tombe définitivement. Après la démission de Mussolini, l'Italie capitule officiellement en septembre 1943. Mais la guerre sur son territoire va continuer jusqu'en mai 1945. L'opération Meat-Smith a été la plus grande opération de désinformation de l'histoire et ce qu'elle fit croire à Hitler en changea le cours.